Alors Milan, bien installé? Il y a un lycée français à Cape Town. Au fait, ton container est arrivé? Dis maman, on reviendra à Mexico? Mais alors, on parlera quelle langue à la maison? Et toi dans tout ça, ça va? Bienvenue dans L'expatriation au féminin, le podcast qui nous relie à travers le monde, avec le soutien de la Caisse des Français de l'étranger. Dans cette nouvelle série spéciale été des podcasts de l'expatriation au féminin, 6 femmes expats nous embarquent avec elles. À travers 6 épisodes, ces femmes partagent avec nous leur vie quotidienne dans leur ville d'accueil, leur bilan d'une année d'expatriation écoulée, leur regard sur l'été et l'année à venir. Autant de cartes postales à écouter cet été, que vous soyez sur le départ, sur le retour, en vacances ou pas. Dans cet épisode, je suis ravie d'accueillir Pomme, qui habite à Kuala Lumpur. Bonjour Pomme. Bonjour Amélie. Je trouve ça dingue. Chez moi, on est donc lundi, il est bientôt 19h, et chez toi, évidemment, on est le lendemain déjà. On est mardi et il est 8h30 du matin. On a le plus gros écart possible sur la Terre en termes de décalage horaire. Si c'est pas de la femme expat, ça je sais pas ce que c'est. Pourrais-tu te présenter rapidement ? J'ai 44 ans, je suis actuellement expatriée grâce à mon mari à Kuala Lumpur en Malaisie. Mais j'ai vraiment beaucoup on va dire, d'expérience d'expatriation derrière moi, puisque j'ai été une enfant d'expat de mes 0 à mes 18 ans, et qu'ensuite j'ai repris l'expatriation en tant qu'adulte et en tant que parent. J'ai cru comprendre que tu avais des jumeaux. Oui, j'ai des jumeaux, ils ont 12 ans maintenant, bientôt 13. Toujours aussi facétieux, c'est toujours beaucoup de travail, c'est pour ça que je me suis arrêtée à 2. Mais voilà, les 2 merveilles de mon existence. Et tu as écrit un livre. Qu'est-ce qui t'a poussé ou pourquoi tu as décidé d'écrire ce livre ? Moi, depuis que les enfants sont nés, je tenais un petit cahier d'écriture à la main, à l'ancienne, pour garder des souvenirs en me disant un jour, à leurs 18 ans, je leur offrirai, tu sais, des trucs qu'on croit quand ils naissent et puis après, voilà. Mais j'ai quand même tenu 1 an et demi là-dessus. Et quand je suis arrivée au Mexique, je me suis dit, bah, tu sais quoi, t'as toujours voulu écrire, c'est ton grand kiff dans la vie, t'as jamais eu le temps de t'y mettre, eh ben, vas-y. Et donc, c'est là que j'ai commencé, voilà, comme en plus j'avais de l'inspiration, c'est le moins qu'on puisse dire avec mes fils. J'ai voulu écrire ce livre où c'était, si tu veux, une espèce d'un témoignage assez universel d'une mère de jumeaux partie en expatriation, avec, on va dire, au-dessus, toutes les bêtises de mes jumeaux, avec beaucoup d'humour pour faire rire tout le monde, et en filigrane derrière, un petit peu comment une femme qui a toujours été indépendante, a toujours bien réussi, est devenue en quelques mois la femme de quelqu'un ou la mère de quelqu'un, mais n'est plus forcément quelqu'un par elle-même. Et ça, c'était pas possible. Donc, c'était toute cette redéfinition et partager un petit peu. Voilà, j'ai eu la chance et la force de caractère suffisante pour me réinventer et je voulais partager cette expérience en me disant que ça pouvait servir à d'autres femmes. Tu peux nous rappeler comment s'appelle le livre ? La folle aventure d'une mère de jumeaux, édité il y a quelques années maintenant aux éditions Infolio. Il est 19h, c'est l'heure de la prière à Kuala Lumpur. C'est comme ça tous les jours, évidemment, 5 fois par jour. Ce qui est sympa, c'est quand on les entend être en compétition d'une mosquée à l'autre. Alors, il y a des chants différents, enfin, c'est toujours le même chant, mais il y a des voix différentes, des tons différents. C'est sympa, on entend les oiseaux au fond. Bienvenue à Kuala Lumpur. Alors, la Malaisie, c'est un climat équatorial, donc il pleut toute l'année. Mais ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a tout le temps du tonnerre. Alors, il y en a plein qui disent que c'est parce qu'il y a beaucoup d'étangs dans le sol en Malaisie. Et c'est d'ailleurs fait la richesse du pays à la fin du 19e siècle. Et c'est pour ça qu'on a autant de coups d'éclairs et d'orages chaque jour. On dit même que les tours Petronas emblématiques de la ville de Kuala Lumpur sont parmi celles qui reçoivent le plus de coups de tonnerre chaque année. On entend les jolis oiseaux. Voilà, dans les banlieues dortoirs de Kuala Lumpur, c'est calme. Après avoir vécu dans autant de villes, quel est ton ressenti de Kuala Lumpur en 2024 ?
Bah, écoute, Kuala Lumpur, c'est un petit peu la particularité de cette ville assez incroyable. Tu sais qu'on l'appelle aussi la ville dans la jungle. Et c'est une de ces rares villes où tu as à la fois une frénésie de construction, d'immeubles, de modernité, d'échangeurs, d'autoroutes, et en même temps des patchs de jungle qui ont été conservés, gardés. On ne sait pas encore pour combien de temps, mais pour l'instant, ça fonctionne. Donc, avec tous les animaux qui vont avec, ça veut dire les singes, ça veut dire les serpents, ça veut dire les oiseaux. Donc, c'est très agréable d'avoir ça. Et c'est cette identité très particulière de Kuala Lumpur avec au milieu de tout ça l'aspect culturel incroyable. On s'attend pas à trouver un monde musulman ici. Et donc, l'appel à la prière au milieu de ça, c'est un peu surréaliste, c'est vrai, et on s'en lasse pas. Et c'est une grosse ville, Kuala Lumpur? Alors Kuala Lumpur, là encore pour une ville du sud-est asiatique, c'est une petite ville. C'est 5 millions d'habitants. Quand tu penses à Manille, qui en fait 22, quand tu penses, voilà, tout ça, ça n'a rien à voir. Et c'est une ville qui est très concentrée. On va dire, donc tu as un centre-ville qui est quand même très orienté sur l'histoire de la ville et les bureaux, et tu as les quartiers résidentiels qui sont un petit peu autour, hein. Les étrangers, en tout cas européens, sont souvent occidentaux, sont souvent à l'ouest, parce que c'est là où il y a toutes les écoles internationales, et dont l'école française. Donc souvent, on essaie d'épargner à nos enfants les allers-retours et on se met dans ce coin. Alors, une question qui revient souvent des nouvelles femmes expats qui arrivent à Kuala Lumpur, c'est où est-ce que je vais pouvoir inscrire mes enfants dans un club de foot, dans un club d'équitation, dans un truc de rugby, dans de la danse classique pour les filles, dans ceci, cela, autre chose. Et c'est vrai que y a vraiment beaucoup de propositions à Kuala Lumpur, donc ça fait partie de ces pays où on est assez gâtés et où c'est relativement facile, en 10, 15, 20 minutes, on peut arriver à peu près à trouver un peu partout autour de chez soi des clubs qui peuvent accueillir les enfants. Donc là, je suis par exemple à KDH, qui est un club de foot qui accueille donc tous les enfants, filles et garçons, qui ont envie de jouer au foot. Il y a plein de petites possibilités, plein de jours de la semaine, plein de niveaux différents. Donc voilà, c'est très sympa. Quel est le calendrier scolaire de l'école et les horaires? Nous, pour l'école, je te parle de l'école française, hein, parce que mes enfants ils sont là-bas. C'est très différent pour les écoles malaisiennes et les écoles internationales anglophones qui sont sur un autre rythme, souvent de janvier à décembre. Nous, on est resté sur le rythme français septembre-juin. Le matin, l'école commence à 8 heures, on commence tôt, et les enfants finissent en général vers 16h30, sauf le mercredi après-midi. Donc, c'est la même scolarité que ce qu'on suit, le même programme scolaire que la France. En revanche, il y a beaucoup plus d'heures de langue et d'anglais notamment ici qu'en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, mes enfants sont en cinquième. Je crois qu'en France, tu as droit à 2 heures par semaine d'anglais, si je me trompe pas, ou 1 heure d'anglais. Nous, ici, on doit être à 6 heures, 6 heures d'anglais. Et il y a une section internationale ici où tu as même encore plus de cours d'anglais. Je crois que tu atteins les 10 heures d'anglais par semaine. Donc voilà, c'est déjà beaucoup plus marqué. Mais il y a des enfants qui arrivent de France pour une première expat qui n'ont pas appris l'anglais. Donc eux, ils ont la chance de prendre le train en marche, on va dire. Évidemment, ça pique un peu au début, mais en général, ils sont aidés, ils ont des cours supplémentaires. Trouver un prof d'anglais ici, évidemment, c'est pas un sujet. Donc les enfants, ils absorbent en 6 mois, c'est réglé, hein. Et ça va souvent vachement plus vite que les parents, hein, je voudrais pas dire, mais. Et toi, dans la vie courante, les gens parlent anglais aussi facilement? Alors, c'est un des gros avantages. On dit souvent que l'expatriation à Kuala Lumpur est facile. C'est le mot qui revient tout le temps. Alors, il y a des gens que ça agace et tout, mais ce que ça veut dire derrière, ce qui se cache derrière le facile, c'est ça veut dire qu'on arrive dans un pays où tout le monde parle à peu près l'anglais, où on a des références culturelles qui sont quand même relativement communes ou partagées, où on peut lire les panneaux. Tu vois, je te dis ça par rapport au Vietnam où j'ai vécu aussi. Bon, c'est beaucoup plus compliqué. En général, les gens ne parlent pas un mot d'autre chose que le vietnamien. Souvent, les panneaux sont écrits en vietnamien aussi. Tu vas en Chine, alors là, c'est carrément un monde parallèle. Tu vas au Japon, même chose. Donc, je veux dire, ici, Kuala Lumpur, c'est quand même, entre guillemets, d'une grande facilité. Après, c'est un pays très développé qui, économiquement, voilà, est assez avancé, qui est assis sur une manne financière liée au pétrole et aussi, d'ailleurs, à l'huile de palme qui font que, voilà, c'est un pays qui se développe vite, avec des gens qui ont la chance d'aller à l'école, qui sont éduqués, qui a quand même, il y a plein de choses qui font que c'est facile, hein. Tu vas pas chercher, tu galères pas à trouver un yaourt, tu galères pas à trouver une plaquette de beurre, c'est facile. Alors ce matin c'est lundi, donc c'est le jour des courses. C'est la grande question qu'on se pose quand on arrive dans un pays. Alors déjà à savoir à Kuala Lumpur en Malaisie on trouve tout. On trouve tout, il n'y a pas de problème. Même ce qui peut paraître un petit peu compliqué par rapport à la religion majoritaire musulmane ici. Donc on trouve de l'alcool, on trouve du porc, etc. dans des endroits particuliers. C'est-à-dire le porc et les alcools, c'est dans des espèces de bulles commerciales à l'intérieur des magasins et des supermarchés. Donc il faut payer à part. Mais à part ça, on trouve. Donc aujourd'hui, on est chez Big. Big, c'est l'équivalent du Monop local. Donc on y trouve évidemment un énorme étalage de fruits et de légumes.
Alors pour information, les fruits exotiques, évidemment, on trouve tout ce que vous connaissez déjà, donc les mangues, les bananes, tout ça. Mais il y a des trucs, des papayes, mais il y a aussi des choses un petit peu plus étonnantes qui sont typiques de l'Asie du Sud-Est. Notamment les fruits du dragon qui peuvent être blancs, roses ou jaunes. On trouve aussi les snake fruit, donc c'est des fruits qui ont une espèce d'écorce qui ressemble à en fait à celle des serpents, c'est des écailles, c'est tout marron. C'est vraiment très parfumé, c'est très spécial comme fruit, ça ressemble à rien d'autre. Moi, l'expat, j'ai deux choses. C'est-à-dire que j'assume vraiment profondément mon statut d'accompagnant. Et donc, j'assume le fait qu'il y a des moments où je travaille, il y a des moments où je ne peux pas travailler. Et c'est pas grave. Et je suis passée au-delà du trauma que ça peut représenter pour certaines personnes. Et voilà, et j'ai reconstruit mon estime de soi et de moi-même autour de mes activités qui parfois sont donc bénévoles. Donc, il y a des pays où je travaille. L'Afrique du Sud, j'avais mon agence de voyage, gagnais ma petite vie, tout allait bien. Et il y a des pays où je ne peux pas travailler parce que d'un point de vue de visa, etc., ou même de salaire moyen, ça n'a fait aucun sens. Et donc, je me mets au service de la communauté. Alors, il y a un autre bon truc à connaître quand on arrive à Kuala Lumpur en Malaisie, mais finalement dans presque tous les pays du monde, c'est l'accueil francophone local. Ici, ça s'appelle l'AFM, l'Association francophone de Malaisie. Et ce que vous entendez derrière moi, c'est les bruits de toutes les nanas et les messieurs qui discutent, puisque régulièrement, évidemment, l'association organise des rencontres, des cafés, des sorties, des randos, des soirées, et tout plein de choses pour faire, pour mettre un premier pied à l'étrier d'un premier cercle social, on va dire francophone, ici en Malaisie, qui après, évidemment, ouvrira les portes d'autres rencontres. Donc voilà, à chaque fois que des nouvelles et des nouveaux arrivent, on a tendance quand même à leur recommander vivement d'adhérer à l'association. Pour non seulement commencer à découvrir le pays, mais aussi bien sûr rencontrer les premiers amis. Voilà. Alors il existe un truc incroyable en Malaisie, c'est le seul journal en français qui s'appelle La Gazette. Et donc là vous entendez le brouhaha des filles derrière. Nous sommes 12 à faire tourner ce joli journal qui est le journal de l'Association francophone de Malaisie et donc le seul en français en Malaisie. C'est un journal de 92 pages qui sort trimestriellement et qui parle de la vie en Malaisie, de l'histoire de la Malaisie et de la culture en Malaisie. Quel serait ton bilan de l'année passée? Écoute, ça va faire 2 ans en août que j'habite à Kuala Lumpur et cette année, j'ai vraiment mené de front 3 gros projets qui me tenaient à cœur. Le premier, c'était de reprendre la rédaction en chef de la Gazette. Donc, il a fallu refaire la maquette. On a eu plein de jolis projets éditoriaux. C'est quand même, bon, on tire à 500 exemplaires, hein, ne nous emballons pas, mais c'est beaucoup de travail pour tous ces bénévoles. Deuxième projet, j'ai souhaité lancer le premier salon du livre francophone de Malaisie, donc qui s'appelle le Festival des auteurs francophones en Malaisie, puisque je suis représentante Asie du réseau Rencontre des auteurs francophones, et c'est à ce titre que je l'ai organisé. Et mon troisième projet cette année, parce que tu vois, j'avais peur de m'ennuyer, j'ai fait la formation donc des guides bénévoles du Musée national de Kuala Lumpur, qui m'a pris vraiment beaucoup de temps, hein, c'est très dense, et je l'ai terminé en février. Donc voilà, je suis maintenant guide bénévole en français dans ce musée. Donc, tu vois, 3 projets qui ne sont pas rien, qui m'ont demandé des centaines et des centaines, des milliers d'heures de travail. Et en plus, auquel il faut pas oublier, tu sais que je m'occupe de mes jumeaux à plein temps et que j'ai un mari qui travaille beaucoup dans un métier de la représentation. Donc, ça veut dire que 2, 3 fois par semaine, je l'accompagne. Donc, voilà, 4, 5 vies en une. Je travaille encore plus bien plus, pas encore plus, mais incroyablement plus que quand j'étais au boulot à Paris, chez Publicis ou chez Lagardère. Donc, l'occasion de rappeler que les femmes d'expat qui se dorent la pilule en tongs sur la plage, c'est pas vrai. Petite question. Rentres-tu cet été? Et alors maintenant, tes jumeaux ont grandi, mais j'imagine que tu as des anecdotes quand ils étaient petits dans l'avion et tout. Enfin, comment ça se passe avec des jumeaux? Alors oui, je rentre cet été, comme chaque année, pratiquement chaque année. Oui, petit, c'était évidemment très folklorique. Alors, avant leurs 2 ans, ils n'avaient pas droit à un siège, donc ça veut dire que chaque parent avait un enfant sur les genoux pendant les 13 heures de vol pour faire le Mexico-Paris. Des grands moments de bonheur, tu t'en doutes bien. J'avais dû demander à l'hôtesse de bien vouloir me garder ça pendant que j'allais faire pipi, tu vois. Non, non, ça, c'est des moments de grande solitude. Donc ça, c'était tout petit. Après, évidemment, on a eu les moments où ils ont décidé de partir chacun d'un côté et de l'autre de l'aéroport. Une fois où j'étais toute seule, donc j'avais 2 valises dans les pattes de 40 kilos, plus un gosse à droite, un gosse à gauche. Donc tout ça pour te dire que j'ai fini par leur mettre une laisse. C'était donc un truc très bien fait, hein. C'est des petits sacs à dos avec un fil, voilà, relié à la maman.
Alors évidemment, hein, j'avais droit au regard courroucé des bien-pensants qui se disaient, mais qu'est-ce que c'est que cette bonne femme qui se trimballe avec la laisse pour ses gamins? Madame, et comment osez-vous? Et là, j'avais bien envie de leur mettre un coup de valise aussi, eux, mais c'était pas possible malheureusement. La 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 la. Et donc, comment abordes-tu cet été? Tu rentres dans quel état d'esprit? Comment ça se passe l'été? Écoute, je pense que comme pour beaucoup d'expats, ça se passe difficilement. C'est-à-dire, c'est un moment compliqué, une période difficile. Il faut et on a envie de rentrer en France, évidemment. On a souvent des parents vieillissants dont il faut qu'on s'occupe et voilà, il faut pas perdre de temps et l'occasion de les voir, bien sûr. On a envie de revoir nos proches qui nous manquent toute l'année durant. On a besoin de faire le plein des fois de trucs à acheter. On a évidemment envie de montrer notre pays à nos enfants qui le connaissent en général très mal. Donc tout ça, ça fait qu'on veut rentrer. Maintenant, c'est toujours un peu un casse-tête, quoi. C'est-à-dire que voilà, la famille, les amis sont déçus qu'on reste pas plus longtemps. Nous, ça nous coûte une blinde. On fait le tour de Gaulle, on n'en peut plus, on est crevé, on n'a rien vu de nouveau. Mais bon, voilà. Et donc finalement, tout le monde est hyper frustré. Enfin, c'est le fameux dilemme de l'expat qui rentre l'été. Donc c'est souvent un peu un moment difficile, un dilemme compliqué à résoudre. Personnellement, voilà, je pense que cette année, ça fait 1 ou 2 ans déjà, je l'aborde avec une forme de zénitude où je me dis que l'objectif c'est de prendre ce qui est bien et de laisser glisser voilà ce qui va mal se passer. C'est pas grave, on se détend et puis ça ira bien et puis surtout d'équilibrer. C'est-à-dire, j'ai appris à équilibrer. Donc, en juillet, tu vas faire tout ça, tu revois les gens que t'aimes, tu refais le plein. En général, tu es un peu vidé aussi émotionnellement. Et donc, en août, tu embrayes sur des magnifiques vacances en famille, quelque part, pour découvrir un nouveau pays. Donc, pour nous, ce sera le Sri Lanka cette année. Donc, tu vois, donc, j'ai pas à me plaindre, tout ira bien. Et c'est quoi ton must? Est-ce que dans ta valise, il y a quelque chose que tu ramènes vraiment et que tu vas utiliser en France? Ah oui, ma tablette Kindle, voilà. D'autres questions? Ma J'en tablette reviens pas. Kindle avec. Ouais. Alors là, mais il n'y a même pas à réfléchir, c'est le truc. Moi, j'amène ma Kindle avec 30 bouquins téléchargés dessus. Et les vacances, c'est ça, en fait. Hein, tu vois, c'est moi assis sur un canapé, roulé en boule avec mon mojito, en train de picoler et de bouquiner. Voilà, ça, c'est les vraies vacances. J'adore le concept. Que rapportes-tu de France? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques ou non? Après tant d'années Écoute, d'expatriation. après tant d'années, non, surtout dans un pays où on trouve quasiment tout ici à Kuala Lumpur en Malaisie, non, je trouve quand même des choses à ramener. Tu vois, par exemple, alors attention, hein, ça va être du lourd. Tu vois les sacs de cuisson pour poulet rôti, hein, voilà. Bon, eh ben, voilà, c'est pas que ce soit essentiel à la survie, mais on n'en trouve pas ici. Ainsi que les sachets de levure Alsa rose. Donc, tu vois, ces petits trucs, ces petits détails, voilà, ça, on ramène. Et on ramène aussi les fameuses copies doubles à grands carreaux, les trucs machin qui n'existent nulle part ailleurs dans le monde, 33 cm fois 27 et demi. Enfin, tu vois, ce genre de délire de l'éducation nationale. Donc, voilà, ça aussi, on ramène, on ramène. Même si, comme tu disais, d'un point de vue alimentation, enfin, tu trouves de tout. Oui. Et surtout, j'ai adoré, on va écouter l'audio de la street food. C'est magique. Alors il y a un autre truc super en Malaisie, c'est la street food. La street food, c'est vraiment voilà, différents types de cultures, parce que la Malaisie est un pays très divers culturellement. Et donc dans la rue, on trouve à la fois des dumplings chinois, à la fois des banana leaf indiens. Donc ça veut dire une feuille de banane sur laquelle on met du riz, des viandes en sauce, des petits légumes. Aussi bien aussi de la nourriture malaise, donc surtout des viandes grillées, des choses comme ça. Voilà, c'est un espèce de mix très agréable. Et il y en a un petit peu partout, mais dans toutes les villes de Malaisie, et en particulier à Kuala Lumpur. Et donc là, je suis chez Malar, qui est un peu une institution à Mont-Kiara, qui est un des quartiers où il y a beaucoup d'étrangers et beaucoup d'expatriés en général. Et c'est très représentatif, voilà, de la société malaisienne. Et comment abordes-tu la rentrée? Bah écoute, hyper bien. Et je pense que quand on est heureux dans la vie, en fait, c'est le grand privilège du bonheur. C'est-à-dire que tu es content de partir en vacances et tu es content de rentrer chez toi. T'es aligné, t'es bien, t'es heureux, t'es dans l'axe. Voilà, et je pense que c'est après des années quand même compliquées, là, on est vraiment très aligné ici. Et donc, du coup, très heureuse de partir en vacances et très heureuse à l'idée de revenir, d'avoir des projets formidables avec des équipes merveilleuses. Donc, tu vois, une nouvelle année de Gazette, un nouveau festival du livre à relancer, quelques petites visites sympathiques avec des rencontres intéressantes au musée. Enfin, tu vois, tout ça, c'est réjouissant. Et alors, peux-tu nous dire quel a été ton moment le plus fort en expatriation? Alors, c'est hyper dur de répondre à ta question parce qu'évidemment, il y en a eu beaucoup.
Comme j'ai expliqué avant, j'ai été expat à la fois en tant qu'enfant et en tant qu'adulte, donc c'est des émotions très différentes, à des étapes différentes de la vie. Mais comme ça, pêle-mêle, je dirais que dans mon enfance, j'étais très marquée par mon départ du Vanuatu. Le Vanuatu, c'est, attention, buzzer, les mains sur le buzzer, où est le Vanuatu? C'est une petite île à l'est de la Nouvelle-Calédonie, accroche-toi, au fin fond du Pacifique Sud. Donc, nous avons eu la chance de vivre là-bas quand j'étais petite. Et donc, j'en suis partie quand j'avais 12 ans. C'était le paradis de mon enfance. Et je me souviendrai toute ma vie, voilà, de mes copains qui m'ont accompagnée à l'aéroport et qui m'ont traditionnellement mis autour du cou le fameux collier de frangipanier et le collier de coquillage. Et je suis montée dans mon avion comme ça et je pleurais toutes les larmes de mon corps. Donc voilà, ça c'est une grande émotion de mon enfance. Et en tant qu'adulte, je dirais que, tu vois, c'est pareil, quand on a dû quitter l'Afrique du Sud il y a 5 ans, où on a vécu pendant 5 années, ça aussi, c'était un moment très, très puissant. Je me souviendrai toujours, c'était un vol de nuit qu'on a dû prendre. Et donc, mon fils est resté accroché à la porte du taxi. Il a fallu 10 minutes pour arriver à le décrocher de la porte du taxi. Il ne voulait pas partir. Et c'était vraiment un moment effrayant, quoi. C'était, voilà, l'abîme. Voilà, quand t'es bien, quand t'es heureux, tout d'un coup, on te demande de partir. Bon, bah voilà, tout le monde qui te dit toujours, ah, mais l'expat, c'est juste un monde extraordinaire, merveilleux. Oui, c'est merveilleux. Et il y a ces moments-là aussi de pur, voilà, déchirement, qui sont parfois difficiles à gérer. Alors, je me rends compte que je t'ai donné deux événements complètement dramatiques. Je peux t'en donner un plus rigolo, enfin rigolo. Sur le moment, on peut pas dire que ça m'a fait beaucoup rire. Je me serais plutôt fait harakiri, mais maintenant, avec du recul, oui. À l'époque, on vivait à Manille et donc, on est arrivé à Manille et au bout de 3 mois, bim, on s'est retrouvés enfermés, confinés à cause du Covid, hein, puisque c'était en 2020. Et donc, on a passé 12 mois à signer à résidence, je te passe les détails. Et au bout de 12 mois, on nous annonce que finalement, on a le privilège merveilleux d'être muté au Vietnam, qui à l'époque, si tu te souviens bien, était zéro Covid. Donc, pour nous, c'était la fête totale. Donc, on se prend 16 jours de quarantaine voilà, dans l'hôtel, je le rappelle, avec des chambres sans fenêtre et les enfants séparés de nous dans une chambre à côté, sans communiquer, sans porte communicante. Voilà, le fun, le fun. Donc bref, je te passe les détails. On sort de là. Il est donc 11 heures du matin. On est mais les rois du pétrole. On se dit ça y est, on vit dans le seul pays du monde où on est libre, où les restaurants sont ouverts. C'est merveilleux. Donc tu vois, toute la journée n'était que bonheur et tout. Et on arrive à la maison à 18 heures. Radio annonce que le premier cas de Covid de toute l'histoire du Vietnam est arrivé et que donc le pays confine à partir de demain. Et quel serait ton mot de la fin? Le mot de la fin, écoute, je pense que l'expatriation est à la fois une chance, un privilège, une expérience merveilleuse, une épreuve. Voilà, c'est tout plein de choses à la fois. Je pense que il tient qu'à nous d'en faire ce qu'on veut en faire, c'est-à-dire d'en tirer le meilleur ou bien de vivre des moments difficiles. Je pense qu'on peut c'est l'occasion extraordinaire et le privilège exceptionnel de pouvoir se réinventer. Quand on est sédentaire quelque part, on est un petit peu aspiré dans une espèce de, voilà, de lignes de fuite vers l'avant, d'une carrière, de plein de choses. Alors, ça dépend comment on regarde, de quel côté on regarde la médaille, c'est toujours la même chose, hein, quel œil on pose sur les choses. Mais on peut dire que voilà, c'est un drame parce qu'on n'a pas une carrière linéaire. On peut dire que c'est un drame parce qu'on est dépendante financièrement ou ceci ou cela en tant que femme accompagnante. Ou alors, on peut regarder ça comme une opportunité merveilleuse d'avoir quelqu'un qui bosse à notre place et là, nous révéler à nous-mêmes, être utile à notre communauté, aux gens qui sont autour de nous, créer de la valeur autour de nous. Et moi, je trouve que c'est beau et dans un monde où on parle, enfin, là, qui est un petit peu malade quand même, arriver à parler de solidarité, de sororité, où on crée, voilà, tous ces liens. Moi, j'ai des équipes entre le Festival du Livre, entre la Gazette, tout ça. Je sais pas, j'ai autour de moi peut-être 40 femmes qui construisent tous ces beaux projets avec moi. Donc, c'est des amitiés, c'est de l'entraide, c'est des femmes qui n'auraient pas forcément trouvé d'activité en arrivant ici et qui, en faisant ça, bah, retrouvent de l'estime d'elles-mêmes. Voilà, je trouve que tout dépend, voilà, de ce que tu veux faire de ton expat. À toi de jouer. Eh ben, un grand merci, Pomme. J'étais ravie d'échanger avec toi. Merci Amélie pour ton temps et à très bientôt. Ce podcast est produit par Expat Communication, l'éditeur de femmexpat.com, avec le soutien de la Caisse des Français de l'étranger.